Bonjour et bienvenue sur la philosophie de combat. 12e vidéo déjà sur aujourd'hui la morale et l'éthique. Il y a des grands sujets en philosophie et la morale et l'éthique c'en est un. Moi je vais pas vous faire 10 heures sur ce sujet-là puisqu'il touche tellement de choses et que je le reprendrai beaucoup de fois par la suite, mais je vais vous donner les bases pour essayer de comprendre ce que c'est d'un côté l'éthique et de l'autre la morale. Sachez avant que je commence à donner des définitions et des explications que si à la suite de ce que je vais vous dire ou si encore maintenant vous faites aucune différence entre morale et éthique, ça pose absolument aucun problème. L'éthique est un mot grec et la morale est un mot latin. Si vous utilisez l'un à la place de l'autre, ça ne changera absolument rien. Souvent, dans les milieux philosophiques, littéraires ou intellectuels, on aime bien utiliser le grec parce que ça fait plus classe que le latin. Et le latin rejoint plutôt tout le corpus idéologique qui a été écrit en latin et qui est chrétien. Et souvent, bon, alors on fait une petite confusion entre le latin et le christianisme. Et donc, bon, on va dire dans l'époque dans laquelle on vit, on préfère retrouver des racines grecques qui sont, entre guillemets, plus pures. Ce qui n'est pas forcément vrai, mais en tout cas qui, on va dire, c'est un héritage pour le meilleur et pour le pire de la Révolution française. C'est qu'on veut absolument tout laïciser, donc même quand on veut dire la morale, comme c'est un mot latin, on va utiliser l'éthique. Mais bon, peu importe. Moi, je vais faire une énorme différence entre l'éthique et la morale. Vous allez voir que c'est une différence qui va tout de suite vous choquer et qui va être extrêmement pratique pour vous pour utiliser ces mots-là plus tard. Je m'en fous qu'ils soient latin ou grec, ces mots-là. Ils ont une signification très précise et très forte que je vais vous donner tout de suite. Alors l'éthique. L'éthique, ça vient du grec ethikos, qui lui-même vient de ethos, qui veut dire les mœurs. L'éthique, science de la morale, art de diriger la conduite. Voilà. Et ensuite morale, de moralis, des mores, qui veut aussi dire les mœurs, qui concerne les mœurs, habitudes et surtout les règles de conduite admises et pratiquées dans une société. Science du bien et du mal, théorie de l'action humaine en tout ce qu'elle est soumise au devoir et a pour but le bien. Alors le bien, du latin bene, ce qui est avantageux, agréable, favorable, profitable, ce qui est utile à une fin donnée. Alors je vous parlerai pas du mal, enfin pas tout de suite, et je vous parlerai pas de bien non plus d'ailleurs, même si je vous parlais de morale et d'éthique pendant 1 heure, parce qu'en fait le mot bien, j'ai un problème avec ça, c'est que le bien pour vous qui me regardez et le bien pour moi, eh bien quand on utilise ce mot le bien, on ne veut pas tout à fait dire la même chose. Alors j'essaie de m'expliquer. Quand on dit le bien dans une société, on pense, je sais pas moi, à la vertu des femmes qui attendent, je sais pas moi, qu'ils soient vierges jusqu'au mariage, que les hommes ne mentent pas, qu'ils ne tuent pas, etc., qu'ils ont une parole respectable, ce genre de choses. Et tout le monde a une façon de voir ou d'imaginer ou de penser comme quoi sa société serait extraordinaire si le bien triomphait du mal ou je ne sais quelle bêtise. Alors en fait, le bien, c'est une construction intellectuelle. Faut jamais oublier ça, ça va être très important pour comprendre la suite. C'est-à-dire que pour certaines personnes, dans leur vie de tous les jours, le bien, ce qui est bien, ce qu'ils mettent hiérarchiquement dans leur esprit au-dessus des autres, ça peut être l'égalité, ça peut être l'ordre, l'utilité, le bonheur, voire le bonheur des autres, la liberté, etc., etc. Donc pour quelqu'un qui pense que le souverain bien, le bien ultime, le meilleur bien, ou ce qu'il peut avoir de plus bien, 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 hein, comme dit, je parle un peu comme dans le bouquin d'Orwell, mais ce qui est très très bien, le bien du bien, là, le fin du fin, ça pourrait être pour certaines personnes l'égalité. Et dans la société, en France, certaines personnes pensent que l'égalité, c'est ce qu'il y a de meilleur en France, ou ce qu'il y a, on va dire, l'idée philosophique ou l'idée politique la meilleure possible, et ils vont essayer, on va dire, de pousser cette idée à son maximum. Mais pour certaines d'autres personnes, et toujours en France, et sachez que la France est une vaste région avec beaucoup de gens qui pensent différemment, pour certaines personnes, eh bien, le bien, ça sera l'ordre. Ça sera pas l'égalité. Ils mettront au-dessus de l'égalité encore quelque chose d'au-dessus de meilleur. Le bien du bien, ça sera l'ordre. Pour d'autres, ça sera encore l'utile, ce qui est utile, ce qui est bien. Par exemple, mentir, c'est ni bien ni mal. Ça dépend si c'est utile ou pas. Quand on ment et que c'est inutile, à ce moment-là, on aura fait le mal, et si on ment et que c'est utile, on aura fait le bien.
Donc pour certains, le bien, je le répète, c'est l'égalité, l'ordre, l'utile, le bonheur des autres, ou la liberté, etc. Et en fonction de la façon dont vous aurez défini le bien, vous aurez aussi par là même défini le mal. Ça sera les inégalités, le désordre, tout ce qui est inutile, tout ce qui rend malheureux soi et les autres. Et donc, si vous voulez, donc si vous voulez, peu importe ce que vous pensez comme étant bien ou mal, ça vous regarde, et tant mieux si vous avez du bien et du mal dans votre esprit. Moi, je vais pas parler de bien et de mal, je vais parler de positif. C'est-à-dire, peu importe comment vous considérez le bien dans une société, on va dire que dans une société, un certain nombre de gens, majoritaires souvent, ont une certaine approche de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et par rapport à cette approche, eh bien, on va dire que quand ces gens-là font ce qui leur semble être bien, ils vont rajouter, ils vont créer du positif. Parce que leur vision du bien augmente le positif dans une société quand ils accomplissent le bien. Mais moi, je vais pas dire le bien, je vais dire le positif. Pourquoi? Parce que ça englobe toutes les formes de bien qui existent. Donc je vais utiliser plutôt l'idée pure du positif plutôt que l'idée de bien qui est vraiment une idée là purement acquise avec lesquelles j'ai toute forme de bien, tout ce que les gens peuvent trouver comme bon, bien, etc. et à faire. Eh bien moi je vais utiliser le positif. C'est plus simple. Donc euh, on va noter deux choses. Le bien c'est relatif aux gens qui pensent le bien. Donc le bien pour vous c'est pas le bien pour moi. Mais si vous voulez, on va utiliser plutôt l'idée pure de positif. Tout ce qui est positif est ce qui est bien indépendamment de la façon dont on fait le bien. C'est-à-dire que si je vous dis le bien c'est la liberté et pour d'autres ce n'est je sais pas, c'est pas l'esclavage forcément, mais pour d'autres ce n'est pas la liberté, ben je vais dire le positif, comme ça on va comprendre tous les deux la même chose. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste vous parler un petit peu du monde grec rapidement, puisque je l'ai mis là dans mon texte, donc je vais le dire. Il y a une notion fondamentale dans le monde grec, c'est-à-dire moins 2300 avant Jésus-Christ, qui s'appelle l'hubris. Alors déjà, il faut comprendre comment les Grecs raisonnaient. Pour les Grecs, le monde, c'est un cosmos. Donc si vous dites le cosmos, vous faites référence à la nature, aux arbres, aux planètes, vous faites référence au monde. Et le monde, eh bien, les Grecs ont remarqué, ou c'était comme ça qu'ils pensaient le monde, que c'était un ordre. Que, voilà, au début c'était un chaos, et puis il y a eu une grande guerre entre Zeus et les titans, etc. Et puis à la fin, ça a donné un ordre. Alors Zeus règne dans le ciel, Poséidon à la mer, etc. Et chacun a son bout de territoire, chacun garde son territoire, tout est bien ordonné. Et c'est vrai que les Grecs avaient raison, puisque finalement, si on regarde la nature, eh bien, les êtres humains, c'est des organes qui fonctionnent bien, qui sont bien ordonnés aussi. Les planètes, ce sont des planètes, notamment la planète Terre qui peut accueillir la vie, qui est ni trop grosse, ni trop petite, qui est un axe de rotation qui est parfait pour permettre aux êtres humains d'y vivre. Donc, de toutes les bonnes manières, ou peu importe où on regarde, on va voir de l'harmonie et on va voir de l'ordre. Voilà. Mais l'être humain a malheureusement quelque chose que les autres créatures n'ont pas. C'est le mythe de Prométhée, en gros. Hein. L'être humain, on va pas dire qu'il est fou, mais on va dire qu'il n'est pas, forcément réglé sur cet ordre. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de suivre l'ordre divin, il n'est pas obligé d'être dans le cosmos. C'est-à-dire vous avez le monde parfaitement ordonné, le cosmos, et l'être humain qui n'est pas forcément toujours dans le cosmos. Et en fait, l'être humain peut sortir du cosmos, de ce grand ordre cosmique. Hein, ce cosmos cosmique, ça a donné beaucoup de mots comme ça. Et en sortant de cet ordre, il va commettre ce que les Grecs appelaient, et c'est un péché très grave dans le monde grec, ça s'appelle l'hubris. Alors l'hubris, si je me trompe pas, ça s'écrit H-Y-B-R-I-S. Ça s'écrit pas comme ça se prononce. Donc, pour les Grecs, le bien et le mal, tout ça, c'est des conneries. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un ordre divin, l'ordre du monde, et est-ce que l'homme est dans la bonne mesure de cet ordre du monde? Représentez-vous l'ordre du monde comme un morceau de musique. Tout est harmonieux, même musicalement, imaginez une musique, tout est rythmé, tout est harmonieux, etc. Et puis, soudainement, il y a quelqu'un qui appuie sur une fausse note. Voilà. Quelqu'un appuie sur une fausse note et il va commettre une disharmonie, c'est-à-dire qu'il va casser l'harmonie cosmique.
Et ce péché-là, l'hubris, en gros, on dirait aujourd'hui la démesure, c'est quelqu'un qui est démesuré, c'est-à-dire qu'il était dans l'ordre du monde, il est sorti de cet ordre du monde par vanité, par orgueil, par tout ce que vous voulez. Hein, pensez à un père qui bat ses enfants, eh bien, il n'a pas commis un acte qui est bon ou mauvais, ça n'a pas de sens pour les Grecs. Il est sorti de l'ordre du monde, il est sorti du cosmos. Et quand on est sorti du cosmos et qu'on commet l'hybris, eh bien, la démesure, sachant que l'homme qui commet l'hubris, il y avait aussi cette idée que ce soit une logique qui se répète, c'est-à-dire que vous commettez une démesure, vous n'allez pas vous remettre à votre place, enfin, vous pouvez, mais souvent, quand vous commettez un hubris, vous commencez à sortir du monde par une logique. Et cette logique s'accélère et s'accentue. Par exemple, si vous commencez à vous droguer, eh bien, il va falloir augmenter les doses, et quand on augmente les doses, donc augmenter l'argent qu'il vous faut pour augmenter ces doses, et ainsi de suite, jusqu'au moment où vous devez vendre tout ce que vous avez chez vous, vous allez faire des tas de bêtises, tout ça pour suivre cette logique devenue folle. On appelle ça l'hubris. Vous êtes sorti du cosmos et vous avez péché. Alors les Grecs avaient une déesse qui s'appelle la Moira, et la Moira, ça veut dire le destin. Et donc en fait, si on sort de toute catégorie comme le bien et le mal, et qu'on arrive dans la bonne mesure, et celui qui est sorti de cette bonne mesure par l'hubris, eh bien il va être puni. Puni comment? La déesse Moira chez les Grecs avait une roue, et c'est d'où vient notre expression en français la roue du destin. Et donc Moira, la déesse du destin, lance sa roue et puis il vous arrive un sort funeste. Alors le soldat divin, ça veut rien dire, mais on va dire le titan. Alors je sais plus exactement quel était son statut, mais on va dire le titan qui devait vous punir quand vous avez commis un péché d'hubris, c'était le Némésis. Hein, ceux qui ont joué à Resident Evil connaissent un petit peu, mais le Némésis, ça vient de là. C'est tout simplement quand vous commettez l'hubris, vous sortez du cosmos, et en sortant du cosmos, vous allez faire face à votre destin quelque part, et votre destin, vous avez, c'est dans la mythologie grecque, c'est d'être frappé par le Némésis, et le Némésis, c'était le désastre, en fait. C'est ça l'idée. C'est vous allez être frappé par le désastre si vous sortez. C'est ça, c'était, si vous voulez, c'était la manière de punir les gens sans leur parler de Jésus, compagnie, peser l'âme, etc. Si vous sortez du cosmos, vous allez créer un dérèglement qui, tôt ou tard, par la roue du destin, va vous être fatal. Et c'était ça pas la moralité, mais la vision de ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire chez les Grecs. C'est très intéressant cette notion du bris parce qu'on va revenir tout le temps. Et c'est, vous voyez, j'ai pas utilisé la notion de bien et de mal, d'adultère, de je sais pas quoi. J'ai juste utilisé la bonne mesure. Est-ce que vous êtes dans la bonne mesure du cosmos? Alors évidemment, c'est une vieille vision du monde, hein, elle a 2300 ans, mais elle est toujours intéressante aujourd'hui parce que quand on va regarder des criminels, des gens, par exemple, je sais pas, je vais prendre la défense de Robert Madoff pour rire un petit peu, mais Robert Madoff, est-ce qu'il a commis l'hubris ou pas? Parce que qu'est-ce que fait ces gens-là? C'est très simple, ça existe depuis toujours, ça s'appelle la cavalerie, c'est-à-dire que on demande à une personne de l'argent. Bon, j'essaye de donner un exemple. Hein. On demande à une personne de l'argent. Normalement, il suffit de 2 personnes pour faire ça. On demande à deux personnes, la personne A et la personne B. La personne A, je lui demande 100 euros et je lui dis la semaine prochaine, t'inquiète pas, je reviens avec 110 euros et je te les donne. Après, on va voir la deuxième personne et on lui dit prête-moi 100 euros, la semaine prochaine je reviens te voir et je te redonne 110 euros et tu vas voir, il n'y a pas de lézard. Alors effectivement, en poche, vous avez 200 euros. La semaine prochaine, vous revenez voir ces gens-là et vous dites au premier, tiens, voilà tes 110 euros, mais si tu me prêtes 200 euros, la semaine prochaine, je reviens, je te donne 220 euros et ainsi de suite. Et là, si la personne dit oui, vous avez tout gagné parce qu'en poche, vous avez calculé bien, vous l'avez rendu 110, vous avez 90 plus 220, ça vous fait 310 euros, et vous allez voir la deuxième, vous lui rendez ces 110 euros, et vous lui dites, mais attention, si tu me donnes 200 euros aujourd'hui, la semaine prochaine, je reviens avec 220 euros, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Jusqu'au moment où vous dites à la personne, voilà, tu m'as donné 500 000 euros, la semaine prochaine, je reviens, etc., etc.
jusqu'au moment où les personnes disent bon maintenant je veux mon argent et à ce moment-là tout s'écroule. Ça s'appelle une pyramide de Ponzi, c'est ce qu'a fait Robert Madoff, mais à un niveau un peu plus subtil quand même. Eh bien, est-ce qu'il n'a pas commis l'hubris? Alors je vais pas raisonner comme un grec, c'est-à-dire qu'il est sorti du cosmos, de la bonne harmonie financière, si tant que ça devait exister, ou si ça existe, ou c'est même imaginable une bonne harmonie financière, mais ça a été, enfin, le système financier sont quand même fondés sur l'idée, et d'ailleurs toute l'économie est fondée sur l'idée que les gens sont raisonnables, et que si vous voulez, ils vont pas partir dans des logiques devenues folles, puisque bon ça je pars sur un peu du sujet, mais la science économique essaye de réfléchir dans un monde stable et pas dans un monde où tous les gens sont fous. Donc dans un monde stable, on arrive toujours à à une épistémologie et après des concepts en économie qui sont suffisamment stables pour comprendre le réel et fonder un système économique stable. Bon, j'en arrête là. Mais c'est vrai que quand il y a des gens qui commettent l'hubris et qui vont dans la démesure bancaire ou financière, et bien à ce moment-là, un jour ou tôt ou tard, c'est ce que promettent les Grecs, et puis il se trouve qu'on peut dire qu'ils n'ont pas forcément tort, et bien vous avez commis l'hubris, attendez la roue du destin, puisque vous êtes dans cette logique devenue folle qui est de plus en plus incontrôlable, et bien tôt ou tard ça va arriver, il y a le Némésis, une catastrophe qui va vous arriver, et voilà. Alors après, je pourrais dire, mais pour défendre Madoff, par exemple, je pourrais dire, mais c'est pas Madoff qui est plus ou moins dans l'excès, c'est le monde de la finance qui peut-être épistémologiquement est dans l'excès, et lui, il est juste, si vous voulez, quelqu'un qui dans cet excès est en harmonie avec cet excès. Donc c'est pas forcément les banquiers ou les gens qui travaillent là-dedans qui sont fous ou qui sont dans une hubris, mais c'est peut-être tout simplement le système lui-même qui est dans une hubris. Une société peut être dans une hubris, dans une logique devenue complètement folle. Une personne, oui, une société, et puis des sciences aussi peuvent être dans une hubris, etc. Donc l'hubris, logique devenue folle, et si on n'arrête pas, soit on arrête ça, la logique devenue folle est de plus en plus incontrôlable, soit, eh bien, arrivera ce qui arrivera, la promesse des Grecs, eh bien, le destin, le Némésis, et voilà, vous êtes foutus. Donc voilà, c'est comme ça que les Grecs voyaient le monde, en tout cas, voyaient le bien et le mal. Alors c'est vrai que chez nous, surtout en Occident ou en France, hein, on voit le bien et le mal. Alors on a une âme, et puis l'âme sera pesée après notre mort, on sera jugé après la mort, etc. Quoi qu'il arrive. Euh, L'idée des Grecs est beaucoup plus cosmologique, c'est-à-dire ça concerne le monde, ça concerne vous, votre famille, votre nation, si vous voulez. Ça ne concerne pas forcément un individu particulier, et c'est-à-dire que cette logique devenue folle, nous on arrive à la penser comme arrivant à un seul individu, si vous voulez, parce qu'on est chrétien, et donc on peut imaginer que quelqu'un qui a péché, il va payer après, il va payer de son excès, de ses péchés après la mort, et ça ne concerne que lui. Alors que dans le monde grec, vous voyez, il y a une petite différence, c'est que si vous avez péché, pardon, si vous avez commis l'hubris, eh bien, ça va se retourner contre vous, mais pas seulement, ça va se retourner contre votre nation, contre tous les gens qui ont été affectés, entraînés dans cette espèce de typhon. Je choisis le mot à dessein. Un typhon était un titan, enfin bref, de la mythologie grecque. Et donc c'est une espèce de tempête infernale comme ça dans laquelle vous allez être dans cette hubris. Et quand la roue du destin va tourner et que tout ça va exploser parce que le Némésis arrive et c'est fait une catastrophe, vous pourrez être touché par des catastrophes dont vous n'avez rien à voir. C'est un peu ça le sens du mythe de Oedipe. Enfin, pour ceux qui voilà qui veulent chercher un peu dans cette direction-là, il n'y a pas que le côté freudien du papa et de la maman, il y a aussi le côté du papa et la maman qui ont péché par hubris, et donc c'est le petit-fils qui rattrape les pots cassés en se crevant les yeux, bon bref. Mais vous voyez, il y a beaucoup de façons de voir les choses. Nous, on peut l'imaginer au niveau d'une personne, et puis les Grecs l'imaginaient au niveau de toute une nation. C'est pour ça que on peut se permettre, si vous voulez, de juger une personne et d'arrêter ses conneries, comme on dirait aujourd'hui, parce que tout simplement, si on le laisse faire son hubris, c'est une sorte de moralité publique. Si, vous voulez, si on laisse quelqu'un dans la démesure, eh bien le problème, c'est que ça va nous retomber sur nous tous. Parce que si on n'a pas arrêté cette logique folle, elle ne s'arrête pas d'elle-même. C'est l'hubris, c'est comme ça. Alors comment est-ce qu'on sort, comment on peut expliquer que tout simplement l'homme est capable par lui-même de sortir de ce cosmos qui est harmonieux, qui fonctionne, qui est durable, on pourrait dire aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce que l'être humain est un des seuls êtres de la nature, si ce n'est le seul, je fais un peu d'ontologie mais c'est pas grave, qui se pense, en tout cas, donc c'est les êtres humains qui se jugent eux-mêmes comme étant
dehors du cosmos et n'ayant pas à, si vous voulez, à être dans ce cosmos, à être dans un ordre divin, militaire, politique, sociétal, etc., et qui peuvent en sortir un peu comme ils veulent. Donc vous faites ce que vous voulez, essayez toujours. Alors, disons que c'est pas demain je vais devenir grec, je vais manger les olives et me mettre une toge, ça n'a rien à voir. Essayez de réfléchir parfois dans vos actions. Est-ce que je commets l'hubris, c'est-à-dire est-ce que je sors du cosmos? C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes, je sais pas, si vous êtes, voilà, vous êtes un père, vous avez des enfants, si vous commencez pour résoudre des problèmes parce que vous êtes sorti du travail, vous êtes fatigué, ça peut arriver, et puis vos enfants ils ont fait que des bêtises toute la journée, et puis vous arrivez, la télé elle marche plus parce qu'ils l'ont cassée, etc. Et vous en prenez un pour taper sur l'autre, c'est des choses qui peuvent arriver, même à des gens bien, eh bien, est-ce que vous commettez l'hubris, ou est-ce que vous êtes en train d'en réparer un? Est-ce que c'est pas vos enfants qui sont en train de devenir dingos et donc il faut les remettre à leur place? Et là on raisonne vraiment comme des Grecs. Ou alors, est-ce que c'est vous qui allez trop loin parce que vous êtes fatigué, parce que votre patron est un sale con, etc., etc. Donc réfléchissez à ça comme ça. Votre patron est quelqu'un de bien, hein. Chacun son patron, etc. Donc voilà, réfléchissez à ça parce que c'est, disons, une façon qu'il existe, que les Grecs ont adopté pour voir le monde, pour essayer de comprendre et de justifier le bien, le mal, et d'essayer d'un peu de donner d'expliquer toutes ces choses-là. Maintenant, je vais revenir à l'éthique et à la morale proprement dite, mais par la suite, j'utiliserai ce mot hubris parce il est très très beau, et puis il résume bien les choses. Il y a beaucoup de sagesse derrière ça, à savoir que c'est vrai que même aujourd'hui, on peut se permettre de réfléchir en utilisant l'hubris, sachant qu'il n'y a pas de bien et de mal, il y a juste une logique qui est devenue folle et qu'il faut arrêter, c'est tout. C'est pas alors évidemment une logique, c'est des hommes qui tiennent la logique, hein, donc c'est certains groupes d'hommes à arrêter, mais si vous voulez, ça évite de d'avoir la haine en fait. C'est-à-dire que on va pas reprocher à quelqu'un d'être un sale con parce qu'il a commis des actes insupportables, etc. On va lui reprocher d'avoir été dans l'excès. Et on va aussi se reprocher de ne pas avoir arrêté cet excès. Et d'ailleurs, je reprends, parce que j'ai entendu ça dans une conférence d'Étienne Chouard, un mot très intéressant, quand on voit un problème, qu'on perçoit bien un problème et que on ne fait rien, eh bien, on est partie intégrante du problème. Voilà. Ça rejoint aussi beaucoup la philosophie grecque et le monde grec, toujours très intéressant à découvrir et à redécouvrir. Voilà, je vais m'arrêter là et je vais revenir maintenant éthique morale. Alors je viens juste de vous expliquer que j'utilisais le mot positif, parce que vous avez le bien, moi j'ai le bien, tout le monde a le bien, mais on va dire le positif. Comme ça, vous prendrez le bien que vous voulez, la notion de bien, c'est l'utile, l'agréable, je sais pas quoi, et puis moi je prendrai la mienne, et on dira tout ça c'est du positif. Donc si on fait le bien, un peu indépendamment de ce qu'on va faire quand on va faire le bien, on va faire du positif, on va créer une société plus positive, etc. Et à l'inverse, si on fait le mal, on va créer une société plus négative. Donc voilà. Alors, l'éthique. J'ai résumé en gros de ce que j'ai dit de l'éthique, les mœurs, etc. L'éthique, et attention, là je fais une différence, c'est très important pour la suite. L'éthique, c'est ce qu'il est positif de faire dans la théorie. C'est-à-dire que quand vous pensez, quand vous réfléchissez, quand vous êtes en train de théoriser, vous avez, en même temps que vous réfléchissez, une démarche éthique de savoir si vous n'allez pas trop loin, si vous n'êtes pas en train de dire des bêtises, si vous n'associez pas des mauvaises idées ensemble, ou alors des idées un peu dangereuses, ou je sais pas quoi. Quand vous réfléchissez, vous limitez votre esprit, votre réflexion, ou même votre vision théorique du monde à certaines réalités, vous avez une éthique de dire jusque-là, je peux aller jusqu'à un certain endroit, et après je ne vais plus. Après je n'ose plus penser, mais je ne veux pas penser parce que c'est contraire à ce que je pense vraiment. C'est-à-dire que d'imaginer par exemple qu'on peut résoudre un problème en tuant les gens, ça je peux pas le faire. C'est éthiquement, dans votre éthique, ça serait ce qui est négatif de faire. Et donc, je me permets de ne pas le penser. Je ne le penserai pas. Ou je ne le théoriserai pas, ou je n'utiliserai pas certains concepts pour réfléchir, etc. Donc, l'éthique, ce qu'il est positif de faire dans la théorie. La morale, ce qu'il est positif de faire dans la pratique. C'est-à-dire que vous avez une réflexion éthique, c'est bien, vous avez le positif, vous avez pensé le positif, vous avez une vision du positif, mais maintenant, quand on va agir en vrai, vous pouvez vous dire, est-ce que je mens ou je mens pas?
vous dire non, je ne mentirai pas, et puis dans la pratique, ben, on va voir si vous mentez jamais ou pas. Et ça s'appelle la morale. Beaucoup plus dur la morale, beaucoup plus sérieux. C'est-à-dire si vous êtes promis que jamais, pardon, ou vous êtes promis que jamais vous ne tromperez votre femme, que c'est pas vous et que nanana, c'est bien. Vous avez, tout le monde a, moi aussi j'ai une éthique. Mais est-ce que vous le faites si vous avez l'occasion de, etc. Est-ce que vous le faites ou pas? Eh bien là, là, vous ne testez pas votre éthique parce que quand vous réfléchissez, c'est bien, vous pensez à tout un tas de choses, mais quand vous faites ou vous ne faites pas dans la vraie vie, ça s'appelle de la morale. Alors depuis toujours, il y a une réalité dans l'être humain et dans la société et que je vous demande d'accepter comme telle, c'est qu'il y a beaucoup d'éthique. Il y a de l'éthique partout. Tout le monde pense de façon éthique, mais il y a de la morale nulle part. Et c'est bien ça le problème. C'est que finalement, quand on entend les gens parler ou que on entend même des hommes politiques parler ou des gens dire des belles choses, etc. Si on regarde vraiment ce qu'ils font, leur morale, ce qu'ils vont faire dans la pratique, parce qu'ils ont dit que dans la pratique il fallait, dans la théorie il faut faire ci et pas ci, mais leur morale, quand ils font concrètement et réellement, qu'est-ce qu'ils font? Souvent on se rend compte qu'il y a une différence et la différence est toujours la même, beaucoup d'éthique et très peu de morale. Alors, d'accord. Pour vous dire comment mettre en place des règles du jeu entre les hommes, mettre en place des bonnes habitudes, des règles de politesse, des ceci, des cela. Si vous demandez à la plupart des gens est-ce que la politesse est utile ou inutile, ils vont vous dire c'est bien la politesse. Et surtout en France. Certaines nations pourront dire les Français ils sont quand même vachement, ils sont trop polis, c'est vraiment énervant. Mais en France, on s'est dit que la bonne règle en société, c'était d'être la politesse, c'était de regarder l'autre quand on lui parle, si possible, c'était de sourire, c'était d'être agréable, c'est d'être un peu tiède, hein, c'est-à-dire rire mais pas trop, et puis voilà, s'inquiéter du sort des autres, être un peu triste mais pas trop, c'est être tiède, voilà. Comme quand on travaille en entreprise, on essaye d'être tiède. Salut machine, t'es allé chez le coiffeur, ça te va très bien, et puis même si vous en pensez pas un mot, c'est pas grave, vous le dites quand même, ça fait plaisir, etc. Et puis si vous le pensez, dites-le, ça fait aussi plaisir de toute façon. Donc beaucoup de gens pour vous expliquer comment il faut penser, comment il faut réagir, qu'est-ce qu'il faudrait faire. On a énormément de gens qui sont capables de vous tenir un discours pendant des heures sur le bien, de le fonder, de leur action, de leur conviction, de machin, etc. L'éthique c'est super parce qu'il faut quand même en avoir, il faut quand même savoir au moins dire que ça j'aime pas, ou ça je veux pas pour moi ou pour la société, etc. On a tous de l'éthique, mais par contre quand il s'agit de morale, là il y a plus personne. Alors qu'il y a beaucoup de théoriciens, mais très peu de pratiquants là pour le coup. Hein, c'est comme la décroissance ou des grandes discours éthiques sur la durabilité, sur ceci, sur cela. Beaucoup de gens veulent vivre dans un monde meilleur, mais très peu de gens sont vraiment là pour ou font en sorte que le monde soit effectivement meilleur. Si vous demandez aux gens est-ce qu'il faudrait donner de l'argent, est-ce que vous pensez que c'est normal de donner de l'argent à un clochard qui mendie dans la rue, 90% des gens vont vous dire oui. Et puis dans la réalité, ça sera peut-être 40% des gens qui vont effectivement donner de l'argent à un clodo dans la rue. Et puis les gens qui vous ont à la base dit non, moi je ne donne jamais, peut-être de temps en temps ils donnent et ils le disent pas. Voilà. Donc si vous voulez, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a une différence. Et entre ce qu'on pense comme étant le plus positif et ce qu'on fait vraiment pour augmenter ce positif, il y a toujours un écart abyssal, malheureusement. Alors, si vous voulez, où se trouve à ce moment-là le mal, selon moi, bien je vais vous le dire ça tout de suite. Alors le bien et le mal, ou le positif et le négatif, hein, plutôt, c'est plus simple, parce que le bien, ça vous regarde, et le positif, ça regarde tout le monde. Donc le positif, hein, c'est toujours une construction intellectuelle, c'est-à-dire qu'on va se dire, dans la société, il vaudrait mieux ci que ça, il vaudrait mieux cette chose-là que cette chose-là. Il vaut mieux, par exemple, je sais pas moi, que les gens très très riches, qui gagnent 1 million d'euros par mois, enfin il n'y en a pas beaucoup en France, je vous rassure, eh bien, il faut mieux que ces gens-là donnent une partie de leur argent aux pauvres, ceux qui n'ont rien, etc. Alors évidemment, ils vont pas être contents. Et puis si je vous dis par exemple, mais vous gagnez plus d'1 million d'euros par mois, est-ce que vous pourriez donner, je sais pas moi, 15% de cette somme aux gens qui sont pauvres? Ça fait quand même sur 1 million, ça fait
15%, ça fait 150 000 euros, et vous donnez ça autour de vous, ou vous donnez ça à l'État qui va le redistribuer autour de vous, et puis finalement, c'est pas plus mal si on partage un peu les sous, parce que si vous gardez tout pour vous et que les gens qui n'ont rien n'ont absolument rien, eh bien ils vont devenir agressifs, méchants, ils vont se révolter, ils vont essayer de vous tuer, etc. Et puis pour garder une certaine harmonie, ne serait-ce que pour payer les flics, pour vous protéger parce que vous exploitez tout le monde, il va falloir que vous donniez un peu de sous à l'État. Mais à la base, il y a des raisons pratiques pour donner aux pauvres. Hein. Si vous connaissez un peu la politique, vous savez très bien qu'il faut partager l'argent, pas tout, hein, bien sûr, mais une partie. Et puis, on peut aussi dire, il y a ce qui est nécessaire pour payer les flics, pour vous protéger des gens qui sont dans la misère. Et puis, il y a aussi le surplus, ce que vous pourriez donner en plus pour une œuvre de charité, pour les orphelins, pour les veuves de guerre, pour je ne sais qui, parce que ces gens-là, ils sont dans la misère parce que ils ont servi leur patrie, parce qu'ils sont morts, parce que leurs parents sont morts à la guerre, parce que leurs parents sont partis ou je ne sais quoi. Eh bien, vous pourriez aussi aider ces gens-là. Et on ne fait pas appel évidemment au fait que ces gens-là pourraient se révolter et que etc. Parce que souvent les policiers étant bien armés pour repousser ces gens-là, c'est plus ça. On fait appel à leur bon cœur. Hein. On va proposer une construction, une grande construction intellectuelle pour leur dire que on vit mieux ou Dieu est plus content si on fait ci ou on fait ça. Et donc on va créer une construction intellectuelle du positif, ce qu'il est positif de faire, et avec cette construction-là, on va s'appuyer sur ça pour essayer de maximiser, bien sûr, on essaye toujours, certains essayent de maximiser le positif dans une société. Donc, voilà. Donc, on va se proposer intellectuellement, on va réfléchir, on va voir les hommes, on va voir la société, on va voir l'État, on va imaginer tout ça dans son esprit, on va proposer une théorie, une façon de faire pour maximiser le positif dans une société. Alors, on a cette construction intellectuelle, et puis après, on a ce que les gens vont en faire. Parce que c'est bien beau d'avoir des constructions intellectuelles, mais après, il y a la pratique, évidemment. Donc, si vous voulez, entre la construction mentale de ce qui est plus positif de faire et ce qu'on fait réellement, il y a une différence. Alors, on peut imaginer, il y a plusieurs façon de voir les choses. On peut imaginer qu'on fasse, on ait une éthique de, on ne partage rien, on ne donne rien aux autres, et puis vous donnez quand même, ou on partage un minimum, puis vous donnez un peu plus. Enfin, il y a évidemment des niveaux de chaud et de froid, c'est-à-dire que tout n'est pas tout à fait du style. Euh, c'est pas le bien d'un côté, le mal de l'autre. Évidemment, il y a des degrés. C'est pas tout d'un coup on bascule dans le bien, et puis tout d'un coup on bascule dans le mal. C'est pas une espèce de fil comme ça. C'est bien sûr on va dire une palette de couleurs, et donc on est plus ou moins dans le chaud et plus ou moins dans le froid. Hein, c'est pas non plus les choses sont pas aussi on a une pensée éthique, et si on fait pas cette pensée éthique, c'est mal. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. C'est des tendances ou des buts qu'on se propose, bien sûr. Alors, on se propose un but comme éthique de faire le bien. Ça peut être, on va dire, je sais pas moi, on va dire que c'est l'ordre. Ce qui vous plaît, vous, c'est une société bien ordonnée. Parce que vous pensez, ça justifie qu'une société bien ordonnée, c'est une société qui protège, où la loi est très puissante, et tout le monde respecte la loi. Et comme tout le monde respecte la loi, eh bien, les gens les plus riches respectent la loi autant que les gens les moins riches. Et donc, dans cette société bien ordonnée, les pauvres sont de fait défendus par cette loi qu'on se respecte comme étant supérieure à notre propre volonté. Voilà. Alors, donc où serait le mal dans cette société où on veut absolument l'ordre? Alors, le mal, c'est la perception de la différence entre l'éthique et la morale réellement pratiquée. C'est-à-dire que vous êtes proposé l'ordre. Alors il y a des gens qui sont plus ou moins dans cette logique-là. Hein. Si vous êtes allemand, vous êtes vraiment dans cette logique-là. Si vous êtes français, beaucoup moins. Et donc vous êtes proposé l'ordre, et puis des gens mettent le désordre. C'est-à-dire que tout le monde se propose l'ordre dans votre société, et puis dans la pratique, effectivement, il y a des gens qui mettent la pagaille, le désordre. Eh bien, c'est cette différence entre cette éthique que vous avez proposée pour augmenter ou proposer ou favoriser ou mettre en place le positif dans votre société. Est-ce que les gens vont faire réellement, c'est-à-dire leur morale,
ce qu'ils vont faire réellement dans la pratique, eh bien c'est la différence entre ce qu'on s'est proposé comme étant le positif et ce qui est vraiment fait comme étant ce qui est vraiment fait dans la pratique. Quand on tombe dans le négatif, c'est qu'on fait le contraire de ce qu'on s'est proposé dans l'éthique. Exemple très simple. On est des soldats de je ne sais quoi, on part à la guerre, on se propose de ne pas tuer les femmes et les enfants. Parce qu'on dit c'est pas bien, il faut pas faire ça, et ce sera ça votre éthique. Vous partez à la guerre, ou je ne sais où, avec l'idée très forte et très profonde en vous, que ça c'est vraiment, c'est ce qu'il y a de pire, c'est de tuer les femmes et les enfants. Donc vous n'allez pas le faire. Vous ne voulez pas le faire. Imaginons aussi qu'une autre personne parte à la guerre en n'ayant rien décidé. Il ne sait pas s'il faut tuer les femmes ou les enfants, il n'en a aucune idée. Et puis, vous avez le troisième, celui qui va partir à la guerre et qui va se dire, ah bah, il faut absolument tuer tout le monde. Les femmes, les enfants, les vieillards, les fourmis, il faut tout tuer. Les vaches, les poulets, tout ce qui est sur notre passage, on le tue. Et il part à la guerre avec cette idée très profonde qu'il faut absolument exterminer tout le monde, et puis vous avez l'autre qui part à la guerre avec l'idée très profonde qu'il faut exterminer le moins de gens possible. Eh bien, si celui qui n'a aucune éthique, enfin c'est difficile d'imaginer ça, mais celui qui n'a aucune éthique, il va partir à la guerre, dans une situation il va faire fonction de la situation, il va peut-être tuer des femmes, des enfants, il en sait rien, il sait pas. Et dans la pratique, il va le faire ou pas le faire, ça change rien, il s'était pas proposé un idéal à la base. Et pour lui, on peut pas juger de ses actes, c'est ni bien ni mal de savoir ce qu'il va faire, ou ce qu'il fait vraiment, s'il tue ou il tue pas, parce que on ne s'est rien proposé d'éthique à la base. Si on s'est dit, comme éthique, dans une société, on ne tuera ni femme ni enfant, on ne le fera pas. Eh bien celui qui part à la guerre et qui ne tue pas les enfants, ou les femmes, eh bien lui, il est dans la moralité, il est quelqu'un de vertueux, de bon, il augmente la positivité. Mais celui qui le fait, alors qu'on s'était proposé de pas le faire, mais celui qui dans la morale le fait, lui, il va tuer les femmes et les enfants, et là, entre la différence entre l'éthique qu'on s'était proposé de pas le faire, et la moralité qui fait que à la fin on le fait quand même, eh bien la différence, c'est ce qu'on appelle le négatif, ou le mal, peu importe quel est votre mal à vous. En gros, ça sera tout ce qui est négatif, parce que on s'était juré, promis, on avait tout théorisé la guerre, il faut pas tuer les femmes et les enfants, et on l'a fait quand même. Eh bien, la différence entre ce qu'on s'était promis, ce qu'on avait théorisé, notre éthique et notre morale, quand notre morale ne suit pas notre éthique ou fait exactement l'inverse de notre éthique, on appelle ça le mal, le négatif, pour avoir un terme plus général. Et il y a des gens, effectivement, je sais pas, en France, on s'est promis, par exemple, qu'on serait libre, on s'est promis qu'il y aurait de l'égalité, on serait promis qu'on serait plus fraternels les uns avec les autres, et celui qui fait exactement l'inverse de tout ça, qui vous empêche de parler, que ça soit au niveau public ou au niveau personnel, celui qui vous traite avec mépris, celui que vous ne connaissez pas, qui vous traite avec mépris, et puis celui qui toujours vous dit vous n'êtes pas égal à moi, vous n'êtes pas dans le même niveau hiérarchique que moi, vous êtes une merde, je sais pas quoi, ou qui vous juge comme supérieur ou inférieur, et bien lui il n'est pas dans l'égalité, il est dans l'inégalité. Et bien tous ces gens-là, par rapport à fameux liberté, égalité, fraternité, eh bien ils sont dans le négatif parce qu'ils n'augmentent pas ces trois buts qu'on s'était donnés à la Révolution française, qui étaient liberté, égalité, fraternité. Eh bien, quand il fait exactement l'inverse de ça, et quand on voit l'inverse de ça, et quand on ressent l'inverse de ça, on dit ça c'est le mal, ou ça c'est ce qu'il y a de négatif. Parce que certaines personnes pourraient penser que c'est très bien, l'inégalité c'est une bonne chose, que je pourrais, plus tard je m'amuserai à défendre tout ce qui est de l'ordre de l'inégalité, parce que il y a des arguments pour et contre, contrairement à ce qu'on peut croire, la fraternité il y a des arguments pour et contre, etc. Mais si à la base on s'était proposé la fraternité et qu'on méprise tous les gens autour de soi, eh bien il se trouve qu'on voit, qu'on ressent du négatif et qu'on reçoit le mal étant là précisément le fait d'être non fraternel ou d'être un sale con. Et encore une chose, notre troisième cas de figure, celui qui s'était juré, promis, qui avait l'éthique profonde d'aller assassiner tous les enfants, toutes les femmes, les fourmis, les poulets, il allait tout exterminer sur son passage, eh bien celui-là, s'il le fait, il a été vertueux et moral, parce que il s'est promis une éthique qui était l'extermination de tout le monde, et il l'a effectivement fait. Donc celui-là, par rapport
à sa propre éthique, il est totalement moral. Dans la pratique, il a fait ce qu'il considérait comme être le positif, même si voilà, on peut être contre. Et si justement cette personne qui a dans son éthique, dans ce qu'il pensait profondément théorisé comme étant ce qu'il y avait de plus positif, c'était massacrer tout le monde, eh bien s'il ne l'a pas fait, il a fait de la négativité. Donc, vous voyez, ces termes ne sont pas le bien et mal d'un côté, c'est-à-dire, c'est le bien et mal en fonction de ce qu'on s'était dit à la base. Si à la base on s'était promis qu'on serait un sale con et qu'on est un mec gentil au final, eh bien, c'est la négativité, c'est ce qu'il y a de pire, quoi. C'est ce qu'il y a de pire est arrivé. C'est-à-dire que on s'était promis d'être un salopard, on s'était juré, mentalement, je serai toujours un salaud, et on a aidé une vieille femme à traverser la rue. Et ben malheureusement, si vous faites ça, vous créez la négativité parce que vous vous étiez promis quelque chose, ou peut-être même une société s'est promis quelque chose de l'ordre de il faut vraiment être le pire possible. Et puis quand vous avez fait quelque chose, un acte généreux, vous avez je sais pas ouvert la porte à quelqu'un ou voilà, des petits actes de politesse de la vie quotidienne, eh bien en faisant ça, vous êtes vraiment un salaud immoral parce que vous êtes allé contre l'éthique qu'on s'est proposée et dans vos actes, les actes ne suivent pas l'éthique qu'on s'est proposée. Voilà. Donc très important, éthique et morale. L'un, c'est ce qui est positif de faire, éthique dans la théorie, et la morale, ce qui est positif de faire dans la pratique. Donc pour résumer un peu mon propos, on a vu l'hubris, on a vu des tas de choses intéressantes. N'oubliez jamais que le bien et le mal, le positif, le négatif, tout ça, peu importe les mots que vous utilisez d'ailleurs, il y a toujours une différence entre ce qu'on s'est proposé de faire et ce qu'on fait vraiment. Et quand on s'est proposé de faire le bien et qu'à la fin on fait exactement l'inverse, eh bien on va dire on fait le mal. C'est pas toujours facile de faire le bien, faire le mal, tout ça, c'est un peu compliqué. Surtout, ce qui est compliqué de faire, c'est quand vous mettez l'éthique la plus pure possible. Malheureusement, c'est souvent fait en philosophie, notamment je pense à Kant là quand je dis ça. Euh, C'est-à-dire on va se proposer l'éthique, vraiment la façon de voir le monde, on va le théoriser de la façon la plus pure et la plus pure possible. Et puis malheureusement, quand on voit la morale, on dit mais ces êtres humains, ils sont pas capables de se tenir, d'être dans la liberté, d'être dans le bonheur des autres, ou ce genre de choses. Eh bien, c'est vrai que l'éthique, euh, disons, il est plus sage. Bon, il est sage de savoir ce que j'ai dit, mais il est sage aussi de réfléchir à savoir est-ce qu'on a une éthique, déjà est-ce qu'on en a une, ce serait pas mal. Et puis aussi, et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, est-ce qu'on est en accord avec soi-même, parce qu'il n'y a rien de pire. Bon, bien sûr, on va voir par la suite qu'on n'est pas toujours en accord malheureusement avec soi-même, et on le sait que quand on s'est dit je sais pas, euh, je vais prendre un exemple d'ailleurs qui est un peu ambié, vous allez voir. Si vous êtes dit que vous alliez, je sais pas, ce soir vous alliez voir une fille, vous l'aimez, vous allez dire que vous l'aimez, etc. Eh bien, si vous l'avez pas fait, eh bien, vous avez créé la négativité, ne serait-ce que pour vous, tout simplement, vous n'avez pas respecté ce que vous pensiez fondamentalement, voilà. Donc, ça veut pas dire que c'est un devoir moral de dire à une fille qu'on l'aime, mais si vous êtes proposé ça comme étant ce qui est le plus positif pour vous, ne serait-ce que pour vous, ou pour la société, pour le monde, etc., sauver l'environnement, vous êtes dit que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire, et que dans votre morale, vous jetez les papiers n'importe où, et que vous ne recyclez rien, et que vous n'amenez pas les verres dans les tout ce qui est conteneurs pour recycler le verre, si vous ne faites jamais ce que vous êtes proposé, vous créez la négativité. La négativité, c'est pas le mal en soi existe dans la nature, je ne sais quoi, c'est que quand effectivement on s'est proposé des de construire une société extraordinaire, magnifique et géniale, et que finalement, dans nos actes, on fait qu'une société pourrie où les enfants n'ont pas envie de vivre, on a un tyran et puis on est assommé par les impôts, on va à la guerre toutes les 30 minutes et puis il y a que de la famine et des gens qui meurent de faim dans les rues, des maladies partout. Si vous êtes dit ouais finalement dans la pratique on n'est pas tout à fait arrivé à ce qu'on voulait faire alors qu'on voulait faire une société extraordinaire, etc. Donc n'oubliez jamais, tout ça c'est une construction intellectuelle et comme toutes les constructions intellectuelles, ça ça se pense, ça se modifie avec le temps, c'est un être, hein, et comme tous les êtres ils sont soumis au temps, eh bien tout ça, ça va se modifier avec le temps. Ça se modifie chez une personne, par exemple un garçon de je sais pas de 16 ans se dira moi j'irai jamais voir les prostituées, puis on le retrouve à 45 ans effectivement aller dans un bordel je ne sais où parce que il a oublié soudainement que ou parce qu'il se fait vieux ou parce qu'il a perdu 3 dents ou parce que je ne sais quoi. Donc n'oubliez jamais que on va dire oui lui il allait chez les prostituées alors ce qu'il a fait est négatif.
Ce qui m'amènerait avant de finir à dire un point essentiel, c'est que souvent la morale et l'éthique, il y a un point très important, mais j'en reparlerai plus quand je parlerai de religion. C'est surtout l'idée que c'est quelque chose qu'on va partager. C'est des constructions intellectuelles qu'on va partager tous ensemble. Et ça, j'en parlerai plus en détail quand je reviendrai sur les religions. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, de cette 12e vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Je vais faire encore une vidéo sur l'éthique et la morale. Et puis après, on passera au désir. Sujet très intéressant. Donc, je suis sûr que vous brûlez de désir de savoir ce que je vais vous raconter sur le désir. Et pour l'instant, encore une petite vidéo sur l'éthique et la morale. L'éthique et la morale est un sujet tellement vaste et je me répète là, mais je peux pas tout traiter tout de suite et ça a à voir avec tellement de choses que je vais juste vous présenter l'essentiel et puis pour passer plus tard à autre chose. Voilà. Merci de m'avoir suivi et puis tout de suite pour la prochaine vidéo.